Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. On vous présente aujourd'hui une édition spéciale, notre revue politique des derniers mois. Durant la prochaine heure, nous vous présenterons des entrevues avec des politiciens municipaux ainsi qu'un entretien sur un dossier important pour le quartier Centre-Sud. Alors, durant les prochaines minutes, vous verrez une entrevue avec l'ancienne chef du parti Vrai Changement pour Montréal, Lorraine Pagé. Mais tout d'abord, voici un entretien avec le maire de l'arrondissement Le Sud-Ouest, Benoît Doré. L'arrondissement du Sud-Ouest regroupe des quartiers aux réalités bien différentes, qu'on pense à Ville-et-Mars, Saint-Henri, la Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Et depuis 2009, ces destinées sont dirigées par Benoît Doré, qui est maire de l'arrondissement. Alors, pour nous parler de l'actualité du Sud-Ouest et de ses priorités pour 2016, nous accueillons sur le plateau Benoît Doré. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, avant de parler des dossiers de votre arrondissement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans les quartiers de votre arrondissement, je veux qu'on mentionne à nos téléspectateurs que vous êtes aussi chef de Coalition Montréal, l'ancien parti du regretté Marcel Côté qui est décédé un peu après la dernière campagne électorale. Je voulais savoir comment ça se passe chez Coalition Montréal. Bien, ça se passe bien. C'est une dynamique qui est particulière, ça c'est certain. On a trois de nos membres qui sont de Coalition Montréal, mais qui siègent au comité exécutif. Et auquel il faut rajouter, je pense aussi, Elsie Lefebvre, qui est adjointe en quelque sorte. Effectivement, il y a deux membres qui sont Russell Coltman et Réal Ménard, des maires de Hochelaga-Maisonneuve et de Côte-des-Neiges, et comme conseillère associée, Elsie Lefebvre. Alors, donc, on a trois de nos membres là, qui sont au comité exécutif. Sur un caucus de 5? Sur un caucus maintenant de 5. Il était de 6. Malheureusement, un de nos conseillers, le conseiller de Saint-Léonard, M. Mosquella, est décédé l'an passé. Alors maintenant, on est un caucus de 5, réduit. Mais on travaille fort. On a vraiment déposé des motions intéressantes au conseil municipal. Puis on sait que les résolutions des motions, ça parle des fois très peu aux gens, mais c'est vraiment des décisions du conseil municipal qui, par la suite, doivent être opérationnalisées. Alors, on en a fait passer comme ça en conciliation travail-famille. On en a eu sur l'incidence du compte de taxes chez les personnes qui sont soit divorcées, séparées, donc la monoparentalité. On en a également sur toute la question de la santé publique également, sécurité ferroviaire. Donc, on a vraiment travaillé très fort. Et il y a une écoute de la part du maire Coderre? Ben oui, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas toujours facile, hein, parce que oui, on a une influence au comité exécutif, mais il en reste pas moins qu'on est un parti d'opposition. Alors, il faut le travailler. Et puis, le maire, je pense, travaille assez bien en partenariat. D'un fois, c'est plus difficile, d'un fois, c'est plus facile. Ça va toujours dépendre des différents dossiers. Mais pour nous, c'est sûr et certain qu'on n'est pas dans les compromis. Là, on propose des vraies choses pour Montréal. Il faut travailler fort, il faut convaincre. On compte sur nos membres au comité exécutif aussi pour réaliser les objectifs qu'on veut. Et la plupart du temps, on réussit assez bien. Vous vous retrouvez, dans le fond, à avoir, en tant que deuxième opposition, plus d'influence auprès de l'administration municipale que la première opposition au projet Montréal, en ayant 4 de vos membres dans le comité exécutif ou près du comité. Bien, c'est sûr que la dynamique, elle est différente. L'opposition officielle, comme dans n'importe quel parlement ou, bon, quand c'est accepté comme parti politique dans un conseil municipal, le rôle, c'est vraiment de critiquer l'administration. C'est aussi d'arriver avec des solutions puis de se dire, ben nous, on est en réserve, là, tu sais, on veut montrer qu'on est les prochains. Le parti Coalition Montréal, on est très petit. Bon, la situation, elle n'est pas du tout la même. On n'a pas l'ambition en tant que telle de dire là, que nous, on va former au complet un conseil majoritaire, mais on a notre raison d'être. Et est-ce que vous avez l'intention de poursuivre les activités de ce parti-là lors de la prochaine élection, donc dans 1 an et demi, en 2017? Bien, on est en réflexion. Ça, honnêtement, on est en réflexion. On a un comité exécutif en bonne et due forme. On a des membres. On travaille cette question-là, on la regarde, mais assurément, s'il y a une chose qui est certaine, je ne serai pas candidat à la mairie de Montréal. Ça, pour moi, c'est clair depuis le début, là, quand j'ai pris la relève de Marcel Côté. Serez-vous candidat à la mairie de l'arrondissement Sud-Ouest? Ça, c'est certain.
Donc, Ça, ça, c'est vous sûr nous et annoncez certain. ça, vous revenez Oui, c'est sûr pour un que troisième terme en 2017. Oui, j'ai des choses que je veux encore réaliser. Il y a des choses qu'on a commencé dans le premier mandat puis qui se réalisent maintenant. J'en ai parti des nouvelles. Puis il y en a que franchement, on est beaucoup de paliers de gouvernement. Ça a été commencé dans mon dernier mandat. Puis je me dis que je veux les réaliser jusqu'au bout. Justement, on va y venir, mais juste avant, est-ce que ça serait un scénario plausible que vous vous présentiez sous la bannière de l'équipe Coderre? Bon, pour moi, là, il est vraiment très tôt. Il est trop tôt? OK. Oui, parce qu'en fait, au municipal, c'est souvent comme ça. À partir du mi-mandat, il y a beaucoup de maraudage, puis plus on arrive près de l'échéance, là, plus le maraudage est solide. Alors, pour moi, je suis chef de Coalition Montréal, ça, c'est certain. Je veux continuer mon rôle, et puis, on verra. De toute façon, on est en train de faire la réflexion, est-ce que Coalition Montréal sera sur les rangs, tout simplement. Alors, pour moi, mais pour l'instant, moi, je suis bien dans ma position, là. Il n'est pas toujours facile, mais je suis bien avec. Parce que je l'évoquais en début d'entrevue, c'est vraiment, vous avez à concilier, en tout cas d'un point de vue extérieur, vraiment des réalités complètement différentes dans le sud-ouest parce que l'arrondissement, pas l'arrondissement, mais le quartier Villemort, près du parc Angrignon, c'est pas du tout la même réalité que dans Griffintown. Bien que les deux endroits, il y ait des tours qui se construisent quand même, mais c'est comment vous faites pour concilier ces différentes réalités-là? Ils se construisent à La Salle, par contre, à côté du carrefour Angrignon. Il n'y en a pas, il n'y aurait pas de construction qui se ferait vraiment... Okay. Dans Villemort, non, ils sont vraiment... On est dans l'arrondissement La Salle. Okay. Mais ceci dit, il y a effectivement du développement immobilier aussi là, dans Aymar. C'est un coin qui est recherché. Hein? C'est vraiment un endroit, c'est là où il y a le plus grand couvert végétal. Les rues parfois sont larges, les trottoirs plus larges, bien dotés en écoles, en infrastructures. Mais oui, il y a des réalités vraiment différentes. Il y a 6 quartiers, dépendamment là, qui habite où. Là, on peut être 5 à 6 quartiers, mais assurément, ce sont des réalités différentes. Le cadre bâti est différent. On voit vraiment que l'histoire du quartier est différente. Là. Quand on est dans Aymar, on est avec des semi-détachés, des duplex, quelques triplex. Quand on est dans Saint-Henri, il n'y en a pas de semi-détaché. Alors, avec un bâti qui est beaucoup plus vieux, qui a un caractère historique. Il est beaucoup plus vieux. On a effectivement beaucoup plus aussi d'anciennes manufactures puis de l'industriel. Il y en a dans Aymar, il y en a beaucoup plus dans Saint-Henri, beaucoup plus dans Pointe-Saint-Charles, puis dans Griffintown, hein, qui se renouvelle beaucoup. Puis une chance, là, depuis que je suis là en 2009, je me suis vraiment présenté en campagne électorale en disant là, que il fallait enlever ça, ce méga 10-30 là, que l'administration Tremblay voulait faire avec Griffintown. Qui était le projet au départ de Devimco, si je ne Devimco, effectivement. Est-ce que, selon vous, ça va bien présentement, Griffintown, le développement tel qu'il se fait? Oui. Oui, les défis sont super importants, par exemple. Ils sont vraiment là, ils sont grands, ils sont complexes, les défis, parce qu'on n'est pas dans un endroit où on a tout planifié, parce qu'on était maître du terrain. Hein. Et on nous cite souvent Toronto en exemple. Ben Toronto, c'était une grande propriété fédérale, une partie municipale. Là, nous, on n'est pas propriétaire. La ville est propriétaire de presque rien dans Griffintown. Alors, on rebâtit la ville sur la ville, puis avec une bonne partie démarrée par l'administration Tremblay. Alors, quand je suis arrivé, ce qu'il fallait faire avec Griffintown, c'était de démontrer au maire de Montréal qu'il s'en allait vers un mur, mais qu'on était capable d'orienter le développement. Puis on a fait des projets comme ça en se disant, voici le genre de projet qui devrait se faire dans une vision d'ensemble. Puis c'est ceux-là qu'on a poussés les uns avec les autres en se disant qu'à un moment donné, on gagnerait la planification par la ville. Puis M. Tremblay, finalement, a plié en 2012. Et puis, par la population, la pression médiatique, la pression politique, la pression des marchands, puis l'économie qui venait effectivement de bousculer grandement les plans de Devimco. D'ailleurs, on sent qu'il y a un certain ralentissement dans la construction domiciliaire. Est-ce que vous craignez qu'on se retrouve dans Griffintown à avoir peut-être certains secteurs qui restent en friche pendant plusieurs années parce que le marché de la construction est au ralenti? Je crains pas ça, mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose non plus s'il y a certains endroits qui sont en friche, parce que ça fait partie des défis complexes en ce moment de
d'implanter les infrastructures, puis de suivre le développement, puis à temps en temps d'être vraiment en amont du développement. Parce que présentement, il n'y a pas d'école. Je ne crois pas non plus qu'il y a d'infrastructures municipales. Il y a un premier parc. Il y a un premier parc, oui. Il y a un projet, dans lequel la Ville a été impliquée pour une installation culturelle sur le bord du canal de la Chine. Oui. Outre ça, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont du développement que la Ville ou que l'arrondissement aimerait faire dans ce quartier-là? Oui, mais on a projeté effectivement l'achat de différents terrains pour vraiment augmenter le nombre de parcs. Ça, c'est sûr, et le couvert végétal en général. On a un partenaire majeur dans Griffintown, un partenaire institutionnel important qui est l'École de technologie supérieure. Et avec l'École de technologie supérieure, on est vraiment capable de collaborer les deux instances ensemble, puis de faire en sorte qu'on soit gagnant-gagnant. Et ce qui est intéressant depuis les 3 dernières années maintenant, presque 3, il y a le quartier d'innovation de Montréal. Qui est un partenariat ETS-McGill. Oui, ETS-McGill, mais qui a maintenant Concordia est à l'intérieur, quelques cégeps également, et un conseil d'administration vraiment impressionnant. Et un territoire beaucoup plus large que ce que ça devait être au départ, de ce que je comprends. Le quartier de l'innovation, c'est vraiment Atwater, le canal de la Chine, René Lévesque, et à McGill, je crois, oui, c'est en plein ça. Oui, on prend dans le fond, en fait, de quartier, l'entièreté de la Petite Bourgogne, l'entièreté de Griffintown, une petite partie du Faubourg des Récollets et une partie de Ville-Marie au nord de Notre-Dame, où il y a Cadillac Fairview, l'ETS et aussi avec le planétarium, l'ancien planétarium d'or. Donc, c'est plus grand, la zone d'influence est plus grande, mais c'est un catalyseur incroyable et ça nous permet vraiment de profiter d'investissements privés pour arriver, dans le fond, à faire en sorte que ça vienne maximiser les investissements publics. Mais c'est vraiment un défi important. Dans les autres projets que vous avez menés au courant des derniers mois, des dernières années, il y a entre autres le nouveau théâtre Paradoxe qui s'est installé dans un de vos quartiers. Puis c'est un bel exemple de redéveloppement d'un bâtiment déjà existant. Oui. Ce projet-là, il est formidable. Il a vécu plusieurs volets, là, vraiment il a évolué un peu partout. Et puis, finalement, il a pu installer vraiment ses pénales dans une ancienne église sur le boulevard Monk, en plein cœur de Villemort-Côte-Saint-Paul. C'est une conversion d'une église qui est très belle. Ça nous permet de conserver l'église, donc un bâtiment institutionnel intéressant avec la communauté, préserver l'histoire, l'architecture est intéressante, mais ça permet aussi de donner un terrain de jeu incroyable à des jeunes qui sont de 18 à 35 ans, qui vont faire du multimédia, qui vont faire des emplois de la scène, tout ça. C'est pour vraiment aider à leur réinsertion en emploi. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Puis on a des partenariats vraiment avec les productions Lucie Roson, Juste pour rire. On a Solotech qui est avec ces gens-là aussi. L'arrondissement qui donne beaucoup de contrats. Donc, c'est vraiment un endroit, un terrain de jeu incroyable où on attire des spectacles. Les jeunes sont là, peuvent vraiment collaborer puis travailler avec des gens de grande expérience là, qui viennent produire des spectacles là. Puis c'est vraiment très inclusif sur la communauté. Il nous reste 2 minutes. Je veux vous entendre sur vos priorités pour 2016. Il y a certainement des dossiers que votre administration va essayer de mettre de l'avant un peu plus. Quelles sont vos priorités? Bien, en fait, il y en a plusieurs, puis on a vraiment fait la démonstration qu'on peut mener plusieurs priorités de front. Mais je dirais cet été, on va avoir vraiment des investissements importants sur nos artères commerciales. Boulevard Monk, là, on capitalise sur la nouvelle dynamique avec Paradoxe, la SDC, la Société de développement commercial, la Maison de la culture. Donc, on va faire des investissements importants sur le boulevard Monk. Ça a été travaillé avec la population, c'est vraiment intéressant. Et sur Notre-Dame, une démarche vraiment intéressante qui a été faite, participative, qui s'appelle La Dame sur Fine Beauté. La Dame, c'est la rue Notre-Dame. Les gens dans le coin appellent ça La Dame. Et vraiment, là, on refait la rue au complet. On profite que la Ville de Montréal, la Ville-Centre, refait toutes les canalisations, aqueducs, égouts, etc. Puis là, on la refait au complet, mur à mur. On revoit le concept. Et on a vu les plans suite à la démarche de citoyenne la semaine passée.
Et les gens vont adorer ce qu'ils vont voir sur le site Internet aujourd'hui même, le vendredi. Donc, là, sur le site de votre arrondissement, Oui. et des travaux qui vont débuter quand sur la rue Notre-Dame? Au mois d'août, en 2 phases. Première phase au mois d'août, on va travailler par tronçon. Hein. On ne veut pas ouvrir la rue dans son entièreté sur presque 1 kilomètre. Là. Ça n'a pas de sens. Éviter Donc, ce qui s'est passé, entre autres, sur l'avenue du Parc, à d'autres endroits. tout à fait. Donc, on va travailler pour un premier tronçon cet été et on recontinue l'année prochaine sur 2 ans. Un méga projet. Et en terminant, vous avez été nommé président du Conseil d'agglomération. C'est une structure qui est peu connue, je crois, des citoyens. Qu'est-ce que c'est exactement le Conseil d'agglomération? Quel est votre rôle comme président? C'est la Ville de Montréal, les 16 villes liées, donc des villes comme Westmount, Beaconsfield, Montréal-Est. Les villes défusionnées. Les en villes quelque sorte. défusionnées, elles veulent villes liées. Alors, effectivement, et c'est un conseil où on va décider des infrastructures, vraiment, du centre-ville en tant que tel. Donc, vraiment, comme le conseil municipal, mais avec les villes liées. Un peu ce qu'était à l'époque la communauté urbaine de Montréal. Oui, avec à moins de mi-chemin. pouvoir. Oui, c'est nettement avec moins de pouvoir, mais on est vraiment sur les infrastructures de l'eau, les infrastructures routières. On est sur tout le volet STM aussi, transport en commun. Et le président, fait la présidence d'assemblée, décorum, etc., et signe en compagnie du maire et du greffier les résolutions qui y sont adoptées. Donc, une nouvelle responsabilité pour vous. C'est un mandat de combien de temps? En principe, c'est jusqu'à la fin du mandat, donc Ah, jusqu'en 2017. J'avais 5 ans d'expérience à l'agglomération. C'est un nouveau défi qu'on m'offre. C'est un beau défi. Bien, je comprends. Alors, écoutez, Monsieur le maire, merci d'avoir été là. Bonne continuation pour 2016. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée. Merci. La troisième opposition au conseil municipal, le Parti Vrai Changement pour Montréal, a perdu sa chef. La conseillère municipale d'Ontic-Cartierville, Lorraine Pagé, a choisi de siéger dorénavant comme indépendante. Afin d'aborder les raisons qui ont motivé son départ de sa formation politique, nous recevons en studio Lorraine Pagé. Madame Pagé, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a été une surprise, à tout le moins pour certains observateurs, que de savoir, vous quittiez la chefferie que vous aviez par intérim? Que j'avais par intérim. Il faut savoir que moi, quand je me suis présentée aux élections municipales, la seule ambition que j'avais, là, c'était d'être conseillère municipale aux côtés de Mélanie Joly, parce que c'était ma contribution à faire arriver plus de femmes en politique municipale, mais aussi à appuyer une jeune femme qui voulait se lancer en politique. Alors, c'était ma seule ambition. Quand Mélanie Joly n'a pas été élue à la mairie et qu'elle s'est donc retrouvée sans poste, rapidement, on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas assumer la chefferie sans être élue et on m'a demandé de prendre cette responsabilité-là. Mais j'avais tout de suite indiqué que ça ne pouvait être que par intérim parce que je n'ai absolument pas l'intention d'être candidate à la mairie dans 2 ans. Et deuxièmement, comme chef de parti, si on pense que son parti doit être sur les rangs à la prochaine élection, c'est un énorme travail d'organisation. Il faut penser statut, il faut penser plateforme électorale, il faut recruter des militants, il faut recruter des candidats et des candidates. Et moi, je n'avais absolument pas l'intérêt pour assumer cette tâche-là, cette lourde tâche-là. Et je trouvais, j'aurais pu rester dans le parti, exact. Mais en même temps, tu peux pas dire je reste dans le parti, mais comptez pas sur moi pour faire de l'organisation. Ça ne se fait pas. Alors donc, je préférais à ce moment-là dire que quelqu'un qui a vraiment le goût de faire ce travail-là prenne la chefferie du parti et que les gens qui pensent que Vrai Changement pour Montréal peut se positionner à la prochaine élection, mais en faisant tout le travail d'organisation que ça suppose, soit là pour le faire. Mais moi, je n'avais pas d'intérêt pour tout ce travail d'organisation préparatoire à une élection. Mais on n'annonce pas ça 6 mois avant l'élection. Si on veut donner le temps aux gens qui veulent continuer dans cette perspective-là, il faut leur donner du temps pour faire le travail. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire à mi-mandat. Est-ce que le Parti Vrai Changement pour Montréal est toujours pertinent? Parce qu'il y a quand même 4 formations politiques représentées au conseil municipal.
Est-ce que c'est un parti qui a toujours sa raison d'être? Bien, vous savez, la pertinence, elle vient avec les orientations qu'on met de l'avant. C'est un parti, la dernière fois, qui s'est présenté avec une plateforme électorale assez réduite, 10 grandes actions. Ça s'expliquait parce qu'on était dans un changement de régime, un parti qui venait d'apparaître, mais on s'attendra à un parti la prochaine fois qui aura été présent à l'Hôtel de Ville pendant 4 ans, d'arriver avec une plateforme électorale beaucoup plus étoffé que 10 engagements. Et ça suppose tout le travail que j'ai décrit tout à l'heure. Et je n'avais pas l'intérêt et le goût de faire ce travail-là. Donc, c'était plus sage pour moi, mais pour les gens qui sont restés dans la formation, d'avoir les coups des franges pour faire ce travail-là. Est-ce qu'on doit en comprendre que, tout dépendamment de la plateforme qui serait dévoilée par Vrai Changement pour Montréal avant l'élection, que vous pourriez vous représenter en 2017 pour Vrai Changement pour Montréal? Bien, on verra. D'abord, ma première réflexion, c'est est-ce que je serai candidate en 2017? Parce que j'avais dit à Mélanie Joly, je vais te donner un coup de main, mais je vais pour un mandat. Alors là, première question à se poser, est-ce qu'on envisage un deuxième mandat? Jusqu'à présent, est-ce que vous aimez ça? Ah, j'adore ça. J'adore ça, j'aime le travail que je fais, j'ai un très bon rapport de proximité avec les résidents dans mon district, je suis en charge de différents dossiers à l'arrondissement, j'adore ce que je fais, j'aime le travail à l'Hôtel de Ville aussi, je préside la commission de l'inspecteur général. Donc, j'aime ce que je fais, mais j'ai pas 40 ans, donc il y a des évaluations qu'il faut faire quand vient le temps de renouveler un mandat. Donc, ça sera ma première réflexion, est-ce que je veux être à nouveau candidate? Et si je veux être à nouveau candidate, avec quelle formation je choisirai de l'être? On verra à ce moment-là ce qu'il y aura comme offre politique et ce qui pourra m'intéresser en termes de vision de développement pour Montréal. Donc, vous gardez les portes ouvertes pour Toutes l'instant. les portes sont ouvertes. Parfait. Avant de passer à des dossiers un peu plus spécifiques à votre arrondissement, on va en profiter pour en parler avec vous. Je veux avoir votre opinion un peu sur le départ de Mélanie Joly de politique municipale, alors que, bon, après sa défaite, elle avait mentionné son intention de rester en politique municipale. Elle a fait un bref retour aux affaires privées avant de se présenter en politique fédérale. Comment vous avez interprété tout ça? Bien, écoutez, moi, je pense que Mélanie Joly espérait vraiment être capable de continuer à exercer un leadership au sein de la formation Vrai Changement pour Montréal, même si elle n'avait pas été élue. Sauf que être chef d'un parti, quand on n'est pas élu, quand le parti ne peut pas nous verser un salaire et qu'on a besoin de gagner sa vie à côté de ça, c'était tout simplement impossible. Alors, elle a fait ce constat-là et c'est ce qui l'a amené à quitter la chefferie en disant « Je ne suis pas capable d'exercer cette fonction-là bénévolement et sans travailler en plus, parce que quand on est engagé en politique, il y a des portes qui se ferment sur le plan professionnel. » Mais en même temps, elle avait pris goût à la politique parce qu'elle a aimé faire campagne, elle a aimé le débat politique, elle a aimé l'action politique et je crois qu'elle avait un deuil à faire en laissant la politique et quand l'opportunité s'est représentée devant elle, bien, je pense que c'est son goût de la politique qui l'a emporté et qui l'a amené à décider d'être candidate libérale pour les dernières élections fédérales. Voilà, et maintenant ministre du Patrimoine. Et vous gardez de bonnes relations avec elle? Oui, je garde de très bonnes relations avec elle. J'ai connu Mélanie avant l'élection municipale. On avait travaillé ensemble au Conseil supérieur de la langue française. Donc, c'était des liens qu'on avait créés, pas à l'occasion de l'élection municipale, mais avant. Donc, ces liens-là nécessairement perdurent, même si on est rendu à des places différentes toutes les deux. Passons maintenant à l'actualité, donc dans Onsic, Cartierville. D'ailleurs, comment ça se passe dans l'arrondissement? Parce qu'au conseil d'arrondissement, parce que, bon, vous êtes élue indépendante maintenant, il y a Mme Thuillier de Projet Montréal, il y a 3 élus de l'équipe Coder. Oui. Est-ce que vous réussissez à vous parler entre vous autres? On a une très belle dynamique interne à l'arrondissement. C'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y a pas de tension entre nous. Règle générale, il peut arriver sur certaines questions qu'on ait des points de vue différents. Depuis que je suis là, c'est arrivé à 2 reprises. Le prolongement de la 19,
où Mme L'autoroute Tullier qui s'en et va moi, vers Laval, nous avions un point de vue, parce que l'autoroute 19, le pont Papineau, ça arrive dans mon district, là. Alors, si moi, j'avais dit aux résidents de mon quartier que j'étais d'accord avec le prolongement de l'autoroute 19, là, je pense que je me serais auriez reçu fait quelques expliquer courriels. que c'est pas comme ça que ça marche. Alors, Mme Tullier et moi, nous avions donc un certain point de vue là-dessus, qui n'était pas celui des trois autres. Mais quand on a eu le débat sur le programme particulier d'urbanisme pour Henri Bourassa Ouest, eh bien là, j'étais d'accord avec mes collègues de l'équipe Coder et Mme Tullier défendait un autre point de vue. Alors donc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de ligne de parti. Il n'y a pas de ligne étanche et dans la plupart des cas, il y a donc une très belle dynamique. Il y a une très belle dynamique avec les directions de service également. Donc, et comme je le disais tantôt, quand on est à l'hôtel de ville, il y a un parti d'un côté, le parti de l'autre côté, le président entre les deux. Mais quand on est dans notre arrondissement, les 5 élus, on est ensemble face à la population. Ça crée tout de suite un rapport très différent entre nous. Dans les différents dossiers qui se déroulent présentement dans l'arrondissement, il y a entre autres toute la revitalisation du boulevard Gouin-Ouest. Oui. Il y a un montant, c'est $250 million qui a été investi par l'arrondissement. Qu'est-ce que vous allez faire exactement sur Gouin-Ouest? Et voilà un bel exemple. Les 5 élus sont d'accord. C'est à l'unanimité. C'est à l'unanimité. C'est dans le district tout à fait à l'ouest. Le boulevard Gouin, vous savez, c'est une rue historique à Montréal. C'est une des plus vieilles. Une des plus vieilles qui part de l'est, qui va à l'ouest et qui a été aménagée de façon très différente. Mais quand on regarde l'ouest dans l'arrondissement, le boulevard Gouin, il n'y a pas de trottoir. C'est un lieu qui n'est pas du tout propice pour la circulation à pied, comme piéton, mais même les bicyclettes, c'est très dangereux. Il y a de la vitesse excessive, mais en même temps, on est dans un environnement extraordinaire. Avec le des bois maisons de Saraguet, patrimoniales. des maisons patrimoniales, la rivière. Alors, je pense qu'il y avait vraiment nécessité d'investir de l'argent dans ce coin-là pour justement permettre qu'une cohabitation entre piétons, cyclistes, automobilistes, la mise en valeur de ce coin patrimonial et en même temps, si on se rapproche un peu plus vers le centre, bien, il y a aussi tout le travail de redynamisation de boulevard Gouin-Est près du pont La Chapelle où là, on essaie de faire renaître les commerces de proximité. Il s'agit essentiellement de remettre en valeur une rue qui fait partie du patrimoine urbain de Montréal. Une des belles rues, en Une effet, des belles de la ville. Tout à fait. Je vais vous entendre sur une sortie de plusieurs organisations à la mi-janvier, dont le comité logement d'Annecy-Cartierville qui dénonçait des décisions du gouvernement Couillard, donc de réduire de moitié le nombre de logements sociaux financés par le programme Accès Logis. D'une part, qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là du gouvernement libéral et est-ce que ça aura un impact dans Annecy-Cartierville? D'abord, tous les élus de Montréal se sont prononcés contre cette coupure dans le programme Accès Logis. Il y a eu des motions votées au conseil municipal et la même chose dans l'arrondissement. Les 5 élus, on est tout à fait en désaccord avec cette vision-là. Déjà, le programme n'était pas adapté à la réalité montréalaise parce que bâtir des logements sociaux à Montréal, ça coûte pas le même prix que de les bâtir dans des régions. Or, la règle de financement du gouvernement ne tenait pas compte de ça. Les besoins en logements sociaux sont beaucoup plus criants à Montréal. Donc, Montréal, en termes de pourcentage qu'on lui octroyait, ça ne répondait pas aux besoins. Et là, en plus, on a coupé les budgets. Alors, bien sûr, c'est dramatique. Et ça, c'est un visage caché de l'austérité. On en parle moins. On a parlé de l'austérité en éducation, dans les services de garde, dans la santé. Mais dans le logement social, c'est dramatique. Parce que quelqu'un qui ne réussit pas à se loger, c'est un besoin essentiel. Seulement dans Annecy-Cartierville, on évalue pour répondre à la demande, il faudrait construire 1000 logements sociaux d'ici 2019. Et Annecy-Cartierville n'est pas perçu comme un arrondissement pauvre. Alors, ça vous montre l'ampleur des besoins et ça montre la nécessité que le gouvernement du Québec maintienne son effort dans le financement du logement social. Il faudrait même qu'il revise les paramètres du programme et il faudrait qu'il mette plus d'argent encore. Pour les élargir, pour éviter, dans le fond, Exactement. qu'après que le gouvernement fédéral se soit désengagé du logement social, que ce soit Québec qui se désengage à son tour.
Exactement. D'accord. Il nous reste à peu près 1 minute et demie. Je veux vous entendre rapidement sur tout le déneigement qu'il y a eu suite à la tempête du 29 décembre. Il y a une dizaine de citoyens de votre arrondissement qui se sont plaints que la machinerie utilisée a endommagé leur pelouse, leur terrain, tout ça. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, deux choses. Oui. Ce qui explique que cette année, il y a eu un peu plus de dégâts qu'à l'habitude, c'est que la première bordée a été de 50 cm. Deuxièmement, elle était costaud. Le sol n'était pas gelé. Donc, les équipements ont beaucoup plus de difficultés à manœuvrer. Mais ce qu'il faut répéter, puis c'est ça qui est important, c'est que quand on fait des opérations de déneigement, si elles sont faites par la ville est responsable de faire les réparations au printemps. Et quand elles sont faites par un entrepreneur privé, l'entrepreneur privé est responsable de remettre en état les terrains qu'il a abîmés. C'est prévu comme ça dans les contrats. Est-ce qu'il y a un guichet unique à ce moment-là pour des citoyens qui auraient eu un problème comme celui-là? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser directement à la ville? Ils appellent au 311, okay. Ils signalent le problème, on ouvre une requête et s'ils veulent être assurés que la requête aura le bon traitement, ils avertissent leur conseillère municipale. Elle sera ainsi capable de s'assurer que le suivi se fait. D'accord. Et vos coordonnées sont sur le site web de l'arrondissement. Nécessairement. Il nous reste 15 secondes très rapidement à vos 2-3 priorités pour 2016. Quelles sont-elles? On en a parlé tantôt, le logement social. Okay. Il faut continuer à travailler sur le logement social. Il faut influencer le gouvernement du Québec, mais il faut accompagner les groupes communautaires là-dedans. Deuxièmement, je viens dans un secteur, le Sault-Récollet, où on a le village du Sault-Récollet. C'est le deuxième site patrimonial en importance à Montréal, après le Vieux-Montréal. Où on retrouve entre autres Cité Historia. Cité Historia, le parc de la Visitation, l'église de la Visitation. Donc, la protection du patrimoine, c'est essentiel. Et la troisième priorité, c'est de maintenir le rapport de proximité avec les citoyennes et les citoyens. Bien, on va vous souhaiter une belle année politique. Merci 2016, beaucoup. Donc Lorraine Pagé, qui est maintenant conseillère de ville indépendante, donc du district Sault-Récollet. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous, on poursuit notre revue politique de l'hiver dans quelques instants. À tout de suite. On est de retour à cette édition spéciale du Bulletin. Nous vous présenterons dans les prochaines minutes une entrevue avec le maire de Beaconsfield, dans l'ouest de l'île de Montréal, Georges Bourrel. Mais pour l'instant, voici un entretien que j'ai réalisé avec le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Croteau. On apprenait en février que la Ville de Montréal allait de l'avant avec le projet de SRB, ou Système rapide par bus, devant être construit à Montréal et à Laval. Lors de l'annonce, le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie a affirmé que le projet de SRB était une suite d'échecs. Alors, pour nous parler de ce projet et aussi des autres dossiers de l'arrondissement, nous recevons le maire de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Croteau. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Ça me fait plaisir. En quoi le projet de SRB qui a été dévoilé au mois de février est, selon vous, une suite d'échecs? En fait, c'est probablement la 5e version de ce projet qui nous est présenté maintenant. 5 projets qui systématiquement ont changé d'orientation. Alors, tout d'abord, il y a eu, on se souvient, un début du projet qui ne devait pas aller à Laval. Par la suite, Laval a été intégré. Un projet aussi qui, au départ, devait prendre beaucoup plus d'espace et qui allait faire beaucoup de dommages au domaine privé. Ça veut dire enlever des espaces de terrain aux citoyens, coupure d'arbres publics. Et donc, il y avait plus de 300 arbres. La version remaniée du projet en 2012 épargnait quand même un bon nombre d'arbres, répondait à vos demandes. Tout à fait. Et là, on avait inclus dans ce projet-là l'électrification du SRB P9. On nous avait présenté d'ailleurs des plans où on devait échelonner beaucoup de travaux qui incluaient les infrastructures souterraines pour faire l'électrification des transports. Ce qu'on nous disait à l'époque, c'est on devra inévitablement électrifier le SRB P9. La technologie n'est pas encore là, mais on veut s'assurer que quand viendra le temps d'avoir des autobus électriques, au moins nous aurons l'infrastructure pour pouvoir faire l'électrification. Donc, il y a eu tous les plans ont été faits, les propositions d'affaires qui ont été faites, et finalement, le Conseil du Trésor a refusé de payer la partie d'électrification et donc d'installation des infrastructures. Ce qui veut dire que la Ville devait débourser à 100 % et donc ça a revisé l'ensemble de tous les plans, ce qui nous fait en sorte qu'on arrive avec des plans présentement qui nous sont déposés, 5e mouture, avec un projet où on va refaire toute la rue,
projet majeur, et donc, et qui fera en sorte qu'il n'y aura pas de possibilité d'électrification, sauf si un jour, peut-être, il y a des autobus qui ont des batteries qui permettent une autonomie suffisante, mais qui n'aura pas de recharge en cours de route. On ne pourrait pas imaginer avoir un trolleybus, par exemple, sur ce corridor. Exactement. Et si on voulait le faire, ça voudrait dire rouvrir de nouveau P9. Et je pense que les Montréalais ont assez joué dans cette pièce dans le passé. On l'a vu, entre autres, sur Saint-Laurent. Exactement. Sur la ouais. Et nous, ce qu'on prétendait et ce qu'on prétend toujours, c'est de dire, mais pourquoi ne pas le faire immédiatement, un temps qu'à? On ouvre la rue au complet, on doit refaire l'ensemble des infrastructures. Alors, profitons-en pour installer ce qu'il faut pour l'électrification future. Mais dans ces circonstances-là, est-ce que ce serait au gouvernement du Québec, ça serait au Conseil du Trésor à délier les cordons de la bourse? Tout à fait. Ou s'il y a un refus de la part du gouvernement Couillard, est-ce que la Ville doit assumer tous les coûts? Et là, il y a une incohérence dans les messages qui nous sont lancés. Il est clair que du moment où le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal disent mutuellement qu'il faut aller dans l'électrification des transports, une politique d'électrification des transports, et que le premier projet phare dans lequel on peut investir massivement dans l'électrification des transports, c'est le SRB P9. La première réponse du gouvernement qui nous arrive vient du Conseil du Trésor et qui dit non, nous ne financerons pas l'électrification future du SRB P9. Et là, la Ville se retrouve à se poser la question, doit-on nous-mêmes financer, ce qui est impossible. La Ville n'a pas les ressources financières pour financer un tel projet. Et donc, c'est le gouvernement du Québec qui, finalement, a pris la décision. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est, Monsieur le maire, vous prétendez maintenant que Québec a l'oreille, se fait entendre. Vous vous attendriez à ce que le maire Coderre soit plus à l'offensive face à Québec? Exactement. Ce qu'on a demandé au maire Coderre, c'est, écoutez, vous avez l'occasion là aussi de démontrer un leadership en matière de transport de l'avenir. Si vous croyez vraiment à l'électrification des transports, battez-vous et convainquez vos partenaires de Québec d'investir dans l'électrification du SRB, ce qui n'a pas été fait. Bien entendu, on a voté favorablement pour le projet parce que je pense que nous avons assez attendu dans ce projet-là. Il faut réaliser le projet. Et déjà, on est rendu à une réalisation potentielle finale 2022. Et ça, c'est sans électrification. Donc, on se comprend qu'il faut avancer, mais c'est triste. C'est une occasion manquée, selon vous? Tout à fait. C'est une occasion encore manquée par Montréal d'être novatrice et de suivre ses partenaires parce que Toronto, Ottawa, toutes les grandes villes canadiennes et américaines vont vers l'électrification des transports. On voit des tramways apparaître. La construction, entre autres, et nous, non. SLR, on fait le choix de ne pas électrifier et ne pas faire les travaux nécessaires. Montréal prend encore du retard. Avant de conclure sur ce dossier-là, est-ce que c'est une bonne chose que d'avoir choisi un SRB? Il y a certains analystes qui laissent entendre qu'au-delà d'un certain achalandage, le SRB a des problèmes de retard, tout ça, au-delà, je crois, de 20 000 usagers. On est à 70 000 usagers de projection pour le SRB P9. Est-ce qu'au final, on risque de construire un nouveau service, de nouvelles infrastructures qui vont être très dispendieuses et qui vont créer plus de mécontentement que d'autres choses dans les usagers? C'est une très bonne question et lorsque nous avons eu des discussions avec les spécialistes, les ingénieurs du gouvernement du Québec, et l'AMT et compagnie, nous leur avons dit, vous êtes en train de faire des travaux qui sont les mêmes que nous devrions faire pour accueillir un tramway. Donc, est-ce à dire que si jamais une administration décidait d'aller plutôt vers un SLR tramway, les infrastructures pourraient accueillir un tramway, un SLR? On nous a répondu que oui. Okay. Donc, dans le fond, le SRB, tout ce qui manquerait, finalement, ce serait des installations d'électrification et des rails, parce que tout le reste du travail serait fait pour accueillir un tramway. Ce serait la bonne largeur, les stations seraient conformes, exact. Tout ça. Tout est fait pour accueillir un tramway ou un SLR, comme sur le pont Champlain, qui, on le sait, a une capacité de transit beaucoup plus importante au point de vue du nombre d'usagers. Et là, on ne parle pas du tout de 70 000. On peut parler de facilement 100 000 et plus. Et en plus du bruit qui n'existe pas, contrairement aux autobus, la rapidité, la fluidité et donc tous les avantages d'un SLR qu'on ne retrouve pas avec l'autobus. Et il y a le dossier aussi du train de l'Ouest et de la navette vers l'aéroport qu'on suivra. Exact. Je veux parler avec vous de l'atmosphère au conseil d'arrondissement. Donc, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, vous aviez une équipe complète
complète, c'est-à-dire tous les conseillers de ville et vous-même étiez membre de la même formation politique. Vous en avez perdu 2 au courant des derniers mois. Comment est l'atmosphère sur le conseil d'arrondissement? Bien, on est en transition. C'est normal que lorsque des personnes font des choix de la sorte, il y ait parfois des prises de position pour démontrer en quoi il y a divergence sur les orientations. C'est de bonne guerre, hein? Écoutez, le conseil d'arrondissement est aussi un lieu démocratique, là où les gens peuvent exprimer leur opinion et faire valoir en quoi ils veulent des choses différentes de l'administration en place. Parce que s'ils avaient exactement les mêmes opinions que nous, les mêmes orientations, ils seraient demeurés dans notre équipe. Et donc, c'est normal à ce moment-là que si 2 conseillers décident de joindre l'équipe de Denis Coderre, on s'attend à ce qu'ils aient quand même une opinion différente de la nôtre et même des priorités différentes. Et naturellement, ça amène des débats qui sont sains pour la démocratie. Je pense que c'est toujours bien aussi qu'il y ait de l'opposition partout. Alors, moi, je vois que du bien, inévitablement, pour les citoyens, qu'il y ait un bon débat, mais encore faut-il qu'il reste serein, ce débat, et c'est ce que je souhaite qu'il se produise au cours des prochains mois. Il y a eu des épisodes où c'était moins serein? Bien entendu, au départ, quand on est plusieurs années, que certaines personnes, on développe quand même des bons liens, bonne complicité, et parfois, je pense que mutuellement, on peut se sentir un peu trahi, choqué. Et sous le coup de l'émotion, je pense que le premier conseil d'arrondissement était plus difficile. Maintenant, écoutez, je pense que l'important, c'est que le débat soit fait sereinement, qu'il n'y ait pas d'animosité dans les échanges. Tout ça peut se faire dans le respect. Et les opinions divergentes sont les bienvenues. Bien entendu, nous avons la majorité. On ne donnera pas toujours raison à l'opposition, sinon on sera encore dans le même parti. C'est clair que nous ne partageons pas du tout la vision de la ville de Denis Coderre. Et si nos 2 ex-collègues partagent maintenant la vision de Denis Coderre, bien, c'est clair que ça va amener parfois des oppositions. Mais vous êtes quand même capable de vous entendre sur des dossiers qui font l'unanimité. Tout ça, il y a une collaboration quand même. Bien, pour vous donner une idée, lors du dernier conseil d'arrondissement, il y a seulement un vote sur lequel l'opposition a voté contre nous. Et c'est sur ma nomination comme responsable de municipalité Amis des aînés, ce qui était surtout un dossier plus symbolique. C'est un geste plus symbolique et politique. C'est un vote plus politique que d'autres. Exactement, mais sur tous les autres dossiers, ils ont voté favorablement. Les votes ont été unanimes, donc il y a quand même possibilité de travailler de façon adulte, je pourrais dire, et de collaborer et la main tendue, elle est toujours là. Il nous reste à peu près 1 minute, Monsieur le maire. Je veux vous entendre sur la réforme des arrondissements, du financement des arrondissements qu'on voit depuis déjà près de 2 ans. Il y a des responsabilités qui ont été transférées de l'arrondissement à la Ville-Centre. On a vu certains dossiers, entre autres dans l'arrondissement voisin du vôtre, le plateau Mont-Royal, une chicane sur une largeur de trottoir. Oui. On a vu ça. Est-ce que vous constatez des problèmes des problèmes de logistique ou de coordination entre la Ville-Centre, l'arrondissement, où vous n'êtes pas d'accord sur les orientations à donner? Il y a plusieurs dossiers qui posent problème, puis d'autres qui vont bien. La question du déneigement, de la collecte des déchets, service de l'eau, ces choses-là, je pense que, d'ailleurs, nous avons voté favorablement à la centralisation de ces dossiers parce qu'il n'y avait pas de problème au point de vue de la coordination des opérations. Là où ça pose problème, principalement, c'est les paramètres de la réforme du financement des arrondissements qui, dans certains cas, ne sont pas conformes à la réalité, ce qui fait qu'on a moins d'argent pour certaines priorités qui ne sont pas les mêmes d'un arrondissement à l'autre. La Chine, ce n'est pas Rosemont-la-Petite-Patrie. On n'a pas les mêmes réalités, donc c'est impossible d'arriver avec des paramètres identiques qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir magiquement donner les budgets équivalent partout. Est-ce qu'il y a des points d'achoppement? Je pense par exemple au stationnement. Est-ce qu'il y a quelques dossiers qui sont peut-être plus difficiles? Le dossier le plus difficile, c'est les travaux que nous devons effectuer sur des rues qui ont été récemment centralisées. Nous devons faire des demandes avec un article 85 voté au conseil d'arrondissement demandant à la Ville de nous donner les pouvoirs d'effectuer les travaux payés par le central sur une rue qui autrefois était locale. On ajoute une couche de structure qui fait qu'on vote au conseil, c'est envoyé au conseil de ville, il y a un comité qui analyse la justification des travaux, qui passe au comité exécutif qui approuve les travaux,
qui, après ça, viennent voter au conseil de ville et qui est retourné à l'arrondissement. Et est-ce que c'est arrivé qu'au-delà de ce long cheminement-là, que ça bloque à quelque part, que la Ville-Centre refuse des demandes que vous avez J'ai un faites? dossier qui bloque depuis 1 an déjà, que je ne peux pas construire des saillies de trottoir. Ça fait 1 an que le dossier est bloqué. Je n'ai aucune idée où il est rendu dans les dédales de l'Hôtel de Ville. Mais sinon, en moyenne, les dossiers prennent maintenant 3-4 mois, plus de temps qu'avant dans notre réalisation. Donc, tout est retardé systématiquement avec la couche de structure administrative qu'on est venu ajouter. Ça, on avait avisé qu'il y avait un problème parce que la Ville n'a pas le nombre d'employés suffisant pour répondre aux besoins de travaux des arrondissements. Ils sont obligés de nous renvoyer systématiquement la charge de travail. Donc, il n'y a aucune justification. Dans le fond, on devrait dire, mais pourquoi d'abord centraliser si de toute manière, c'est l'arrondissement qui va finir par faire les travaux? Donnez-nous l'argent. On va faire le travail correctement, on va sauver 3 mois, puis on va offrir de meilleurs services aux citoyens. Donc, il y a des cas où c'est justifié, bénéfique de centraliser. Dans d'autres cas, on le voit, dans le cas de la construction des infrastructures, tout ce que ça fait, c'est ralentir et maintenir des structures dans des conditions absolument inacceptables. Puis finalement, bien, c'est les citoyens qui perdent au bout du compte. En terminant, on est à 1 an et demi, grosso modo, de l'élection. Est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce que vous avez l'intention de vous représenter? Moi, j'ai annoncé l'année dernière, lorsque j'ai annoncé que je ne me présentais pas à la course à la chefferie, du même souffle que j'allais me présenter à la mairie de Rosemont-la-Petite-Patrie pour Projet Montréal. Et c'est d'ailleurs ce qui a convaincu notre ancien collègue, M. Gadouri, de se présenter avec Denis Coderre parce qu'il aspirait à être maire de Rosemont-la-Petite-Patrie et donc il souhaite m'affronter en 2017. Donc, on vous retrouvera sur le bulletin de vote pour les citoyens de votre arrondissement en 2017. Certainement. Monsieur le maire, François Croteau de Rosemont-la-Petite-Patrie, merci d'avoir été là. Merci à vous. Le conseil municipal de Beaconsfield a voté au début janvier un règlement d'emprunt pour rénover et agrandir son centre récréatif. Alors, pour nous parler de ces travaux à venir et des autres dossiers chauds de cette ville de l'ouest de l'île, nous recevons le maire de Beaconsfield sur le plateau, Monsieur Georges Bourrel. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Bienvenue au bulletin. Dans un premier temps, parlons justement de la rénovation de votre centre récréatif, construit dans les années 70. En quoi vont consister exactement ces travaux? Bien, voici, on avait fait du travail sur l'extérieur du centre là, il y a quelques années, mais maintenant, il faut réellement faire des choses à l'intérieur. On manque d'espace sur le côté de la piscine. Il faut avoir des salles, un peu plus de salles sur le côté de la piscine pour les gens qui se servent de la piscine. On réaménage un peu les équipements pour l'aréna. Mais surtout, le gros de ce qu'on va faire, c'est une expansion à l'avant du centre, à l'intérieur, évidemment, mais qui va donner plus d'espace pour quand on reçoit des gens, quand on a des tournois, quand on a par exemple, aussi des activités. On avait justement une activité à la piscine la semaine dernière. Ça amène beaucoup de monde, puis on est très restreint. Alors, on va rajouter un peu plus d'espace. À rajouter une salle aussi, faire un 2e étage, là, où est-ce qu'on va avoir un petit peu plus d'espace aussi pour l'administration et pour les gens qui veulent utiliser les salles. Donc, une nouvelle salle communautaire aussi. Oui. Et au final, ce sont des travaux évalués à combien? Je pense que, si je ne me trompe pas, là, on parle autour de 2,3 millions. 2,3 millions dans ce chiffre-là. C'est d'ailleurs le règlement d'emprunt, je crois, là, était à peu près dans ces chiffres-là. Entièrement financé par la Ville? C'est financé par la Ville, oui. OK, donc il n'y a pas de contribution de Québec ou d'Ottawa? Non, pas pour ce projet-là. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Beaconsfield. Vous êtes maire depuis novembre 2013. Quel bilan, d'ailleurs, vous tracez de votre dernière année politique? Bien, écoutez, depuis 2013, on a accompli beaucoup de choses à Beaconsfield. Par exemple, ça faisait à peu près 30 ans qu'on avait une controverse sur le bois Angel à Beaconsfield. Alors, il y a des gens qui voulaient le conserver. Donc, c'est un espace naturel qui est dans quel coin de votre ville? Dans le nord-ouest de Beaconsfield. Donc, près de Bédurfé. C'est près de Bédurfé, justement. Okay. Mais en même temps, ce sont des propriétés privées. Alors, il y avait beaucoup de controverses sur qu'est-ce qu'on fait. Avec le nouveau schéma d'aménagement et avec la coopération et réellement le travail qui a été fait avec M. Ménard, M. Copeman, le maire Coderre, dans le nouveau schéma, on a réussi à identifier le bois
pour conservation. Alors maintenant, le bois va être conservé. Après 30 ans là, de travail là-dessus... Est-ce que ça deviendra éventuellement un parc nature? Ça va devenir éventuellement un parc nature qui va probablement partir du bois Angel jusqu'à l'Anse-à-Lorme. Okay. Alors, c'est ce qui est travaillé présentement par l'agglomération. Alors ça, c'est pour nous, c'était réellement une grande réalisation. Nous avons aussi introduit la gestion de matières résiduelles, qui est une première, je crois, même au Québec, où c'est l'utilisateur-payeur maintenant. Alors, les gens... Comment ça fonctionne? Est-ce que les déchets c'est pesé au poids? Non. Alors, il y a un coût fixe par année et puis un tarif additionnel pour chaque fois qu'on ramasse ou on fait la collecte. La collecte et le prix est basé sur la grosseur du bac et la fréquence que vous avez. Alors, si votre bac est à moitié plein, ça vous coûte la même chose que s'il est plein. Alors, ce qu'on essaie d'encourager, c'est que les gens, au lieu de mettre leur bac pour la collecte, ils le gardent jusqu'à ce qu'il soit réellement plein, ce qui diminue la fréquence de la collecte et ce qui, essentiellement, pour nous, non seulement que ça va réduire les coûts, mais au point de vue environnemental, dans l'enfouissement, on va en avoir beaucoup moins. Pour vous, c'est aussi une façon d'encourager vos citoyens à réduire leur volume de déchets, réutiliser, mettre à la rue uniquement lorsque leur bac de déchets est plein. Surtout pour l'enfouissement. Okay. On s'adresse réellement à l'enfouissement et je dois vous dire que nos citoyens ont coopéré. C'est extraordinaire. Jusqu'à présent, le bilan est positif. Le programme est en marche depuis janvier et ça va très janvier 2016. Bien. Janvier 2016 et ça va très bien. Alors, on est très heureux là, de la façon que ce programme-là s'est développé à date. Et vous me parliez tantôt hors d'onde que, justement, bon, il y aura toute des discussions, des consultations publiques sur une certaine forme de densification de Beaconsfield. Pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, bon, Beaconsfield, municipalité de l'ouest de l'île, beaucoup de cottages, de bungalows sur des terrains qui sont plus vastes. 95% résidentiel. Voilà, à 95% résidentiel. Par contre, il y a une volonté de votre administration de consulter à savoir si il doit y avoir une densification peut-être de certains secteurs. Oui, d'ailleurs, pour être certain que cette densification-là va se faire selon ce que les citoyens espèrent voir, on a formé un comité consultatif qui est formé de citoyens. On a 10 personnes sur le comité, des citoyens de Beaconsfield, qui vont avoir des audiences publiques où les citoyens de Beaconsfield, même ceux de l'extérieur s'ils veulent le faire, mais c'est essentiellement pour les citoyens de Beaconsfield, pourront venir faire des représentations, même soumettre un mémoire s'ils veulent, par écrit. D'ailleurs, le 7 mars, nous avons une séance d'information pour expliquer exactement de quelle façon se dérouleront les audiences publiques. Et en avril, on prévoit au moins 2 audiences privées. Et après, on s'attend à avoir des recommandations du comité. Et à ce moment-là, on décidera de quelle façon on va densifier les endroits qui possiblement pourraient être développés. Parce qu'il reste relativement peu de terrain vague. Très peu. On a quelques endroits qui peuvent être développés encore et puis qui pourraient avoir, par exemple, du multirésidentiel. Et comme on sait, la population est quand même assez vieillissante là, à Beaconsfield jusqu'à un certain point. Je sais qu'on a beaucoup de jeunes, mais on a aussi beaucoup de gens âgés où les enfants ont quitté, puis qui voudraient demeurer à Beaconsfield, mais qui voudraient pas nécessairement être dans une maison qui est une grande maison. Alors, un condo, par exemple, pourrait très bien les servir. Alors, c'est ce qu'on doit regarder, puis de quelle façon est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un développement qui accommoderait les gens les plus âgés. Il y a aussi, je veux parler d'autre chose avec vous. Beaconsfield est sur le bord, entre autres, de l'autoroute 20, donc surtout au sud de l'autoroute 20. Il y a un groupe de citoyens baptisé le Citizen Sound Wall Committee qui a déposé une pétition de 850 signatures pour appuyer une offre du ministère des Transports, donc de payer 75 de la facture d'un mur anti-bruit pour protéger donc les résidents des bruits provenant de l'autoroute 20. Pouvez-vous me donner un peu plus de détails sur le
Ouais, dossier? ben, je dois vous dire que c'est un peu mitigé là, avec les citoyens. Évidemment, il y a des citoyens. Il y a ce groupe-là, visiblement, qui est en faveur. Ce groupe-là qui est très en faveur, qui demeure près de la route. Mais par contre, il y a des gens qui ne sont pas autant en faveur, surtout de payer pour un mur anti-bruit. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Premièrement, je dois dire que l'offre qu'on a eue du ministère des Transports est une offre exceptionnelle. 75-25, normalement, c'est 50-50. Alors, le ministre du temps, le ministre Poitier, nous a fait cette offre-là. À ce moment-ci, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de procéder à une étude pré-ingénierie de tout le projet, ce qui va nous permettre de savoir exactement quel genre de mur qu'on met, la hauteur, l'épaisseur. J'imagine les coûts aussi. Évidemment, les coûts, là, on estime que ça va être à peu près 20,5 millions, mais on veut essayer d'avoir un peu plus d'informations sur les coûts. Il y a toutes sortes de questions sur le rebondissement du bruit, s'il y a un mur. Alors, beaucoup de questions qu'on espère bien être capable de bien répondre après cette étude. Et cette étude-là, on attend les résultats à quel moment? Probablement à la mi-2016. Mi-2016, pour éventuellement une construction d'un mur qui se ferait au courant des prochaines années? Mais après avoir eu cette étude-là, on va retourner à des consultations publiques avec les citoyens, leur expliquer toutes les informations qu'on aura eues à partir de l'étude. Et on va ensuite faire un autre sondage. On a fait un sondage qui était mitigé, comme je vous disais au tout début. On va faire un second sondage pour voir si la population, essentiellement, a changé un peu sur son attitude envers le financement du mur. Si oui, eh bien, on va proposer une méthode de financement qui les gens pourront accepter ou non. Si on voit qu'il n'y a réellement pas de changement, puis que l'attitude est encore très mitigée, puis que c'est à peu près 50-50 d'un côté comme de l'autre, à ce moment-là, ben, on aura une décision à prendre comme conseil. D'accord. Il nous reste 30 secondes. Vos priorités pour les prochains mois, pour l'année 2016? Bien, notre priorité pour l'année 2016, comme vous dites, c'est le comité consultatif qu'on ferait. On va aussi continuer notre programme sur la grille du Frêne, parce que pour nous, c'est très important. En fin de compte, notre canapé d'arbres est très important, puis il y a beaucoup de frênes dans notre canapé. Alors, on va continuer à traiter les arbres le plus possible. Des arbres dans les parcs, sur les terrains publics, pour ce qui est des... Sur les terrains publics, dans les parcs, mais on va encourager beaucoup aussi nos citoyens de le faire sur leurs terrains. Et évidemment, il y a des arbres qu'on devra malheureusement abattre parce qu'ils ne sont pas des arbres qui peuvent être conservés, mais le traitement là, va être fortement encouragé pour maintenir le plus possible notre canapé. D'accord. Et il y aura des tarifs préférentiels pour les résidents qui veulent faire traiter leurs arbres. On a un prix réellement préférentiel pour le triazin, pour les résidents, puis on a tout un système, un processus en place où les résidents n'ont absolument rien à faire. On va les voir, ils peuvent payer avec leur carte de crédit ou leur carte de débit. Tout est fait pour eux par la Ville. Alors, tout ce qu'ils ont à dire, c'est oui, on veut traiter nos arbres. D'accord. Monsieur le maire Georges Bourrel, merci d'avoir été avec nous et bonne continuation. Merci. On vous retrouve dans quelques instants pour la fin de cette édition spéciale du Bulletin. Restez avec nous. On termine cette émission en vous présentant une entrevue réalisée avec Éric Michaud du Comité Logement Ville-Marie, un des organismes qui milite activement contre le déménagement de Radio-Canada à l'extérieur du quartier Centre-Sud. La décision de Radio-Canada de mettre en vente ses installations du boulevard René-Lévesque suscite de nombreuses réactions négatives. Alors, pour nous parler des impacts de la vente et du possible déménagement de la maison de Radio-Canada du quartier Centre-Sud, nous recevons Éric Michaud. Il est coordonnateur du Comité Logement Ville-Marie. Monsieur Michaud, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Bien, ça me fait plaisir. En quoi la vente et le possible déménagement de la maison de Radio-Canada interpellent votre organisme? Bien, en fait, nous, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on est impliqués dans le dossier. Il faut se rappeler d'abord que Radio-Canada, quand ils se sont implantés dans le quartier Centre-Sud, c'était dans la foulée d'une série d'opérations de rénovation urbaine, comme on appelait ça à l'époque. Il y avait eu, dans le courant des années 50, l'élargissement du boulevard Dorchester,
qui avait mené à l'élimination de près de 750 logements à l'époque. Et par la suite, bien, il y a eu finalement la démolition, l'expropriation d'une bonne partie du faubourg Amelas, qui était la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, en fait, l'actuel site de la Maison de Radio-Canada. Là, ça avait mené ça, la Ville de Montréal avait exproprié le terrain pour permettre à Radio-Canada de s'installer. Et entre-temps, ça a aussi été un stationnement pour l'exposition universelle pendant une période de quelques années. Pendant la période de construction, effectivement, qui s'est étalée sur une période de 10 ans. Donc, là encore, la démolition pour la reconstruction de la Maison de Radio-Canada va donner lieu à la démolition de près de 800 logements, 180 de mémoire. Il y a eu de nombreuses usines aussi dans ce quartier-là, des restaurants, des épiceries, des garages. En tout cas, c'était un quartier complet qu'on a rasé pour qui a été remplacé par des studios de télé, une tour et des bureaux administratifs. Et de grands stationnements extérieurs aussi. Et aussi de grands stationnements extérieurs aux deux extrémités du complexe. Mais en quoi, justement, le fait qu'il y ait ce déménagement-là possible, en quoi ça vous interpelle et en quoi ça vous inquiète, votre organisme? Bien, en fait, pour revenir encore un peu, juste peut-être mentionner que l'installation de Radio-Canada allait dans la foulée d'une volonté de la Ville d'installer ce qu'on appelait la Cité des Ondes dans l'est du centre-ville de Montréal. Et ça a mené par la suite aussi à l'installation de Télémétropole, l'actuelle TVA de Télé-Québec sur le également. De Maisonneuve, Télé-Québec qui est là, Bell a des locaux là, RDS, etc. Exactement. Et de nombreuses entreprises aussi de production audiovisuelle, d'entreprises de communication. Donc, c'est tout un pôle industriel qui est, ou en tout cas un pôle d'activité économique qui est installé là. Donc, ce que je comprends, c'est que le possible déménagement vous inquiète pour l'impact économique que ça aurait, la perte d'emploi. Tout à fait. Bien, la perte d'emploi... Des emplois qui consomment dans le quartier Centre-Sud. Tout à fait. Ce qui nous inquiète, en fait, c'est l'avenir du quartier. C'est pas tellement les enjeux de logement, parce que les enjeux de logement ont été adressés dans le courant des années 2000. On se rappellera aussi qu'au début des années 2000, Radio-Canada avait vendu une partie de son terrain de stationnement du côté ouest à un promoteur immobilier. Il y avait eu une levée de bouclier dans le quartier pour réclamer, c'était une période où il y avait une pénurie de logements à Montréal, de logements abordables. Et donc, on avait réclamé qu'il y ait une part de logements sociaux. Bon, le projet était tombé à l'eau par la suite. Il y a eu une consultation des acteurs du quartier à laquelle dont on a fait partie, de nombreux autres organismes. Fin de la dernière décennie. Quelles étaient les conclusions, justement, de cette consultation publique-là? Bien, c'est qu'il y a eu un plan d'ensemble qui a été élaboré après l'abandon du projet du promoteur privé qui n'avait pas rempli ses obligations à l'égard de Radio-Canada. Il y a eu l'élaboration d'un plan d'ensemble qui prévoyait notamment de retisser les liens avec le quartier, de poursuivre les trames de rue du quartier d'est en ouest, du nord au sud, pour recréer des liens avec le quartier, construire une part de logements abordables, entre 20 et 22 de logements sociaux, puis une dizaine de % de logements abordables. Également, de développer des espaces verts, donc de contribuer à reconstruire le quartier. Et ce plan-là a été mis sur la glace par Radio-Canada, Radio-Canada prétextant que ça ne serait pas un projet qui serait rentable actuellement. C'est ce qu'on comprend des déclarations des dernières semaines là, de la direction de Radio-Canada. Oui, avec certaines conditions. Il faut dire que le projet aussi était développé en mode PPP. À l'époque, et que ce n'est pas le mode... Disons que c'est moins populaire maintenant que ça a été peut-être à une certaine époque. Et on a constaté avec l'expérience que ce type de projet-là est très rigide, impose beaucoup d'obligations juridiques notamment, puis des frais
Et c'est une forme de développement de projet qui est assez rigide et peut-être que ça aussi fait partie de la donne. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils voulaient susciter une certaine concurrence entre plusieurs développeurs, mais en bout de ligne, il y a un seul consortium de promoteurs qui a pu se qualifier. Qui s'est rendu jusqu'au bout du processus. Donc, la concurrence était peut-être moins là et c'est peut-être ce qui explique que le projet a été abandonné. D'accord. Si on en revient vraiment à ce qui se passe aujourd'hui, en 2016, donc Radio-Canada a annoncé avoir reçu plusieurs offres pour l'achat du site. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, de ce que j'en comprends, d'une part, votre organisme et les autres organismes aussi qui ont signé cette lettre ouverte-là, en quelque sorte, dans laquelle vous manifestez vos inquiétudes, il n'y a personne qui s'oppose à la vente du site en tant que tel. Ce que vous voulez, c'est que Radio-Canada demeure dans le quartier Centre-Sud. Tout à fait, oui, parce que la vente du site est prévue depuis une dizaine d'années. On s'est associé au développement d'un projet qui prévoyait la vente du site. Déjà à l'époque, Radio-Canada avait annoncé ses intentions de vendre l'ensemble du site et de devenir locataire des nouvelles installations qui seraient construites pour l'accueillir. Mais là, l'enjeu, c'est que la nouvelle, dans le fond, c'est que Radio-Canada envisage de quitter le quartier. Et un des sites envisagés qui ont filtré dans les médias serait dans le quartier des spectacles, au coin de Bleury-Sainte-Catherine. Donc, c'est bien loin du quartier Centre-Sud. Tout à fait. Ou même peut-être plus à l'ouest encore. Ou encore plus à l'ouest. Quelle est la position des élus, autant de l'arrondissement Ville-Marie qu'au conseil municipal? Est-ce que vous avez des appuis de la part, que ce soit du maire Coderre ou des conseillers municipaux? C'est-à-dire que le maire s'est engagé à assurer le respect de l'accord de développement, ce qui est quand même une partie importante parce qu'il y avait des choses qui avaient été négociées dans le cadre de cet accord-là entre la Ville et Radio-Canada. Donc, pour le redéveloppement éventuel du site actuel de Radio-Canada. Exactement. Donc, ça nous rassure quand même parce que c'est un élément, ça faisait partie de nos inquiétudes. Mais par ailleurs, bien, c'est ça, ils nous disent que c'est pas de leur ressort de décider si Radio-Canada, ça va, la décision... C'est une décision de la société d'État et ultimement du gouvernement fédéral. Effectivement, de décider s'ils demeurent sur le site ou s'ils veulent quitter. Bon, nous, on estime, en tout cas, c'est ça, on est inquiet de cette perspective-là, de voir Radio-Canada déménager. Et c'est aussi parce qu'on pourrait voir ce site-là prendre beaucoup de temps avant de se redévelopper. Rester en friche pendant peut-être plusieurs décennies avant qu'on construise dessus. Et donc, c'est cette perspective-là qui nous inquiète. Donc, on demande à Radio-Canada, en fait, on réaffirme notre intérêt pour le projet initial qui prévoyait que Radio-Canada demeure sur le site et tout en répondant à ses nouveaux besoins, dans le fond. Donc, peut-être que le réinvestissement du gouvernement Trudeau dans Radio-Canada changera la donne. On le verra au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Éric Michaud... On l'espère bien. Voilà. Bien, Éric Michaud, vous êtes coordonnateur du comité Logement Ville-Marie. Merci d'avoir été là. Je vous remercie. Depuis plus de 30 ans, c'est le Mouvement national des Québécoises et Québécois qui est le mandataire des festivités de la Fête nationale du Québec. Et cet organisme a depuis décembre une nouvelle présidente bien connue du grand public, l'ex-leader étudiante et candidate du Parti québécois, Martine Desjardins. Et nous avons le plaisir de la recevoir en studio aujourd'hui. Martine Desjardins, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Bien, merci. Alors, quelles ont été les raisons qui vous ont motivé à vous présenter à la présidence du Mouvement national des Québécoises et Québécois? Ça faisait déjà environ 1 an que j'occupais le poste de première vice-présidente du mouvement. Suite, en fait, à une présentation que j'avais faite dans le cadre de l'école d'été du Mouvement national, j'étais allée parler de la mobilisation, ça ne surprendra personne, et de la mobilisation dans des groupes et dans une fédération. Et donc, suite à mon passage, on m'avait approché parce qu'il y avait un poste de libre au sein du conseil d'administration. Et donc, j'ai appliqué. Et donc, suite au départ du président Gilles Laporte,
J'ai donc décidé de poser ma candidature et j'ai été élue en décembre dernier. Donc, pour un mandat de combien de temps? Normalement, c'est un mandat de 2 ans, mais étant donné que je poursuis le mandat de Gilles Laporte, il me reste 1 an. Donc, ça se termine en 2017. Donc, pour une première année, dans un premier temps. Oui. Bon, on connaît le Mouvement national des Québécoises et Québécois comme mandataire, je le disais d'entrée de jeu, de la Fête nationale du Québec, mais c'est bien au-delà de ça que les activités du mouvement. Oui, tout à fait, parce qu'on doit être occupé quand même toute une année. Ceci dit, la fête occupe quand même 6 mois de notre temps parce qu'on est responsable de la fête à Québec, donc sur les plaines d'Abraham, mais aussi de l'ensemble des fêtes locales. Donc, de plus de 700 fêtes. C'est nous qui organisons les programmes de financement pour l'ensemble de ces fêtes, organisons aussi la thématique et tout ça. Donc, c'est clair que c'est un gros mandat. Ceci dit, on est aussi un organisme qui travaille beaucoup sur les commémorations au Québec. On va d'ailleurs avoir des États généraux à Montréal qui vont se dérouler à la Bibliothèque nationale, donc, en octobre prochain. Et ces États généraux-là, c'est pour se poser la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'une politique de commémoration au Québec. On s'est beaucoup posé cette question-là au cours des derniers mois, puisqu'on a eu quand même des décès de personnages importants. Et donc, on pense qu'on est en train de se poser la question de savoir quoi faire de notre patrimoine vivant, de notre patrimoine immobilier au Québec. On se pose des questions sur l'investissement dans les églises. Ça fait partie des mandats que l'on porte. On fête aussi la journée du drapeau, le 21 janvier, la journée des patriotes au mois de mai. Et donc, on a plusieurs commémorations comme ça aussi que l'on porte, en plus de d'autres dossiers sur la langue, la culture, le français. Et quelles seront vos priorités pour la prochaine année? Parce que c'est un mandat qui est vaste. C'est un mandat qui est très vaste. C'est un mandat... D'abord, on a plusieurs priorités, des priorités évidemment à l'interne, parce que comme plusieurs groupes au sein de la société civile, la relève, c'est quand même quelque chose qui est très important pour nous. Et quand on regarde notre Assemblée générale, on a quand même des responsables, des présidents, des présidentes qui sont vieillissants, on va se dire. Et donc, ça prend un peu de sang neuf, un peu de renouveau pour garder l'expérience, mais ajouter un petit peu de dynamisme. Donc, on a des enjeux internes de relève, mais on a aussi des priorités, comme je disais, pour la politique des commémorations. On a aussi le prix du mérite en histoire pour les jeunes qui terminent leur test de 4e année de secondaire en histoire avec plus de 95 %. C'est nous qui remettons, en fait, les prix en histoire, des certificats en histoire. Et cette année, on a aussi le prix Jacques Lacourcière qui est remis, en fait, à des... Grand historien, Jacques Lacourcière. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un texte qui est paru dans un livre de la Fondation Lionel Groux, Les 10 journées qui ont fait le Québec. Et donc, son texte est repris. Et on a décidé de donner un prix Jacques Lacourcière, donc plusieurs prix, à des nouveaux arrivants qui suivent des cours de francisation et qui vont produire des textes sur l'histoire liés au texte de M. Jacques Lacourcière. Et donc, c'est vraiment une façon de lier, en fait, l'apprentissage du français et l'apprentissage de l'histoire. Donc, c'est vraiment nos enjeux, je dirais, prioritaires avec la question de la Fête nationale, c'est sûr. Mais vraiment, on cherche à un peu éclater nos mandats et pas juste se restreindre à la question de défendre la langue française, mais la défendre avec un contexte aussi culturel. Est-ce qu'en 2016, on doit encore s'inquiéter de la survie de la langue française à Montréal, au Québec, d'une certaine forme peut-être aussi de méconnaissance ou peut-être une moins grande connaissance que les générations précédentes de l'histoire du Québec? Est-ce que c'est des sources d'inquiétude selon vous? C'est des sources d'inquiétude. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en fait des priorités et qu'on mélange un peu la connaissance du français et la connaissance de l'histoire. Pour nous, c'est une question, en fait, de survie, on va se le dire comme ça, parce qu'au niveau des sociétés nationales, des sociétés Saint-Jean-Baptiste, donc le mouvement national représente quand même 19 sociétés membres partout à travers le Québec. Donc, c'est sûr que Montréal, c'est une situation qui est particulière. Mais si on va, par exemple, sur la Côte-Nord, on a vu dernièrement qu'il y avait des problématiques au niveau de certains travailleurs, par exemple, pour parler en français dans un système parce que leur employeur est anglophone strictement. Donc, il y a plusieurs problématiques. Et on s'en rend compte, et le mouvement national, au cours des dernières années, a fait plusieurs interventions sur la question du français et la survie du français, la connaissance du français et la connaissance de l'histoire. En fait, on connaît très mal notre histoire. Souvent, on a l'impression, on parle par exemple de la question des patriotes et on en revient simplement à la question de la Révolution, dont le fait qu'ils voulaient une démocratie, mais très peu de personnes savent vraiment ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, le rôle des femmes même dans la Révolution patriote. Donc, on est là vraiment pour assurer une certaine continuité, une certaine connaissance. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose, la décision annoncée par le gouvernement Couillard, et c'est un dossier qui était piloté aussi sous le gouvernement de Pauline Marois à l'époque, que de
remodeler le programme d'histoire du Québec, secondaire 3, secondaire 4, pour que ce soit chronologique plutôt que de répéter en secondaire 4 ce qui était vu en secondaire 3. Là. C'est non seulement nécessaire, mais c'est absolument essentiel. Les jeunes, ce qu'on s'est rendu compte, et même ma génération, on connaît très mal notre histoire. On connaît très mal l'ensemble, surtout l'histoire contemporaine. C'est-à-dire, on s'est souvent arrêté avant même 80, avant même les années 70. Donc, on connaît très mal notre Québec contemporain. Et j'ai l'impression que ce cours-là, qui a été remanié, et nous, au niveau du mouvement national, on faisait partie notamment de la Coalition de l'histoire, qui s'est battue pour obtenir ces cours, mais on allait même plus loin. On allait même aller revoir le cours au niveau du cégep. Malheureusement, cette option-là a été abandonnée par le gouvernement actuel, mais on pense qu'il est nécessaire aussi que les cégepiens puissent avoir des cours d'histoire, de pousser encore plus loin la réflexion, parce que l'histoire, c'est pas juste la connaissance, c'est aussi la réflexion sur notre passé pour comprendre un peu vers quoi on s'en va. On s'en rend compte, les jeunes qui connaissent le plus leur histoire, c'est des gens qui sont plus impliqués aussi dans leur société parce qu'ils voient quels sont les impacts, en fait, des décisions qu'on a prises dans le passé. Donc, je pense que c'est essentiel, pas juste au secondaire. Il va falloir en reparler pour le cégep. Ça va être un dossier qu'on va porter, c'est sûr, au cours des prochaines années. D'accord. Et c'est sûr que je veux parler avec vous de la Fête nationale. Oui. Il y avait eu un réinvestissement dans le programme de la Fête nationale par le gouvernement péquiste. Le gouvernement Couillard, dans les derniers mois, a réduit son financement. Oui. Quels sont les contre-coups pour l'organisation de la Fête nationale? Bien, plusieurs contre-coups, ne serait-ce que, par exemple, normalement, il pouvait y avoir plusieurs fêtes en région. Donc, on pense, par exemple, 1, 2, 3 fêtes, parfois, pas selon certaines régions. Mais là, malheureusement, ils ont dû choisir, par exemple, une seule ville par région où allait se tenir une grande fête et le reste doit être subventionné par d'autres subventions parce que la subvention actuelle, coupée de 25 %, ne permet plus d'assumer l'ensemble des coûts. Et donc, c'est sûr que le tout a eu quand même une certaine compression, on doit dire, sur l'ensemble des festivités. On demande quand même aux villes maintenant de s'impliquer davantage. Et nous, à l'interne, on a même dû couper, en fait, des postes parce qu'on ne pouvait plus, en fait, fonctionner avec cet ensemble-là. Donc, par exemple, on n'a plus de réceptionnistes. Ça se ressent sur le terrain. Ça se ressent sur le terrain. Okay. Le fait de, par exemple, je disais, on n'a plus de réceptionnistes, ça a l'air banal, mais quand vous représentez une fédération, que vous avez 700 mandataires de fête qui vous appellent, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse faire, en fait, les retours d'appel le plus rapidement possible. Puis on s'est partagé ça à l'interne. Ça coûte toujours quelque chose, veut pas, à un moment donné, de donner des subventions pour autant de fêtes. Ça prend un certain appareil. Bien, ça prend un certain appareil, mais c'est surtout, on fonctionne quand même avec des ressources qui sont la plupart bénévoles, évidemment, au niveau des fêtes nationales. On a des coordonnateurs en région, dans chaque région du Québec. Et donc, c'est sûr que la réalité n'est pas la même. Faire une fête, par exemple, sur les plaines d'Abraham, faire une fête à Rouyn-Noranda, c'est pas du tout la même réalité. Ça demande quand même des investissements. Et souvent, faire des fêtes en région, avoir, par exemple, des outils de pavoisement, d'avoir des chandails, d'avoir des drapeaux, bien, ça coûte plus cher quand même envoyer tout ça à Amos ou à Rouyn-Noranda. Donc, il faut comptabiliser ça. Et évidemment, dans les coupes, on ne veut pas pénaliser aucune région. C'est la raison pour laquelle on s'assure vraiment de donner un service là, le plus adéquat possible à nos membres. Est-ce que vous faites toujours, est-ce que vous revendiquez toujours une augmentation des budgets de la Fête nationale? C'est sûr qu'on a... De combien vous auriez besoin? Est-ce que c'est l'annulation des coupes ou il y aurait d'autres besoins? Juste pour donner une idée, en fait, cette année, on était en déficit avant même de partir la Fête nationale de 300 000 $. Et donc, on a dû investir, nous, parce qu'on a quand même certains fonds avec notre boutique Accent Bleu, qui sont des outils de pavoisement. Et donc, on a pu réinvestir, mais on ne pourra pas faire ça chaque année. Et donc, c'est sûr qu'on a dû faire, comme je le disais, des choix budgétaires, de couper des investissements au niveau des régions, de demander à faire des choix. Et évidemment, inévitablement, on va avoir à faire face à d'autres coupures l'année prochaine parce qu'on n'aura pas l'argent nécessaire pour investir continuellement. Et donc, c'est sûr que nous, ce qu'on demandait, c'était au minimum d'avoir une enveloppe comme celle qu'on avait, c'est-à-dire en 2013, c'est-à-dire 3,9 millions. Mais là, maintenant, on est rendu à... On a été coupé, comme je te disais, de 300 000, voire 500 000 $ quand même, ça fait mal. De 25 ouais. Il y aura quand même de la Fête nationale cette année, les 23 et 24 juin, oui. un peu partout au Québec. Le dévoilement de la programmation, on peut attendre ça pour quand? En fait, le dévoilement de la programmation va se faire... on va dévoiler le thème en avril, parce qu'on aime bien faire des clins d'œil. Et l'ensemble, en fait, de la programmation va être dévoilé au mois de mai. Donc, entre le 25 mai et le 6 juin, vous allez voir l'ensemble de la programmation partout au Québec qui va être dévoilée à ce moment-là. Donc, on suivra ça avec grand intérêt. Oui. Martine Desjardins, nouvelle présidente du Mouvement national des Québécoises et Québécois. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir.
C'est tout pour cette édition spéciale du Bulletin. Merci à l'équipe qui l'a préparé, Jason Paré à la recherche, Guillaume G. Pilote, caméra et montage, Laërcio Bastos à la réalisation. Au nom de l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans 7 jours pour un nouveau Bulletin. À la semaine prochaine.